Bonjour à tous. Donc je suis Ludovic Delval. Je viens de l'Institut Fraunhofer en Allemagne à Stuttgart. Donc c'est l'Institut Fraunhofer IPA, donc qui est là pour l'industrie, la production et l'automatisation. Et donc on parlait un peu plus tôt de pas survendre ROS. Bon, je vais commencer assez brutalement. ROS et la certification, en tout cas ROS 1. C'est pas très difficile de certifier, voire quasiment impossible. Mais bon, pour vous donner un peu d'espoir, là on a un robotique de service qui tourne sur ROS, probablement une des applications les plus complexes que je connaisse sur ROS, avec 107 nœuds et plus de 300 topics, et qui tourne dans les magasins MediaMarkt et Saturn en Allemagne. Donc vous pouvez vous balader dans certains Saturn, notamment du côté de Munich, où vous pouvez tomber sur ce Kerobot, donc qui a été développé par l'industrie Fraunhofer. Vous avez aussi une plateforme de Bayer, donc un AGV qui tourne dans les lignes de production d'Audi, qui tourne pareil sur ROS, et qui produit depuis maintenant 4 ans. Et là j'ai mis des robots d'une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Magazino. Pareil, et qui du coup travaille avec Amazon maintenant. Et pareil, leur technologie, leur plateforme navigue sur Movebase ou ROS, si on veut. Donc ROS dans l'industrie, on va essayer de voir pourquoi, continuer un peu sur les présentations précédentes, et surtout comment on peut arriver à quand même avoir ROS dans des milieux industriels. Juste un petit rappel sur l'industrie Fraunhofer pour situer un peu le contexte. Donc c'est une grosse organisation de recherche en Allemagne. Et moi je fais partie du coup de l'industrie Fraunhofer IPA. Oui, désolé, certains slides ne sont pas traduits, la plupart le sont. Et donc on travaille un peu sur tout ce qui touche à l'industrie et notamment les dernières technologies, donc industrie 4.0, la robotique, bien sûr collaborative et même plus industrielle, la planification dans l'entreprise, enfin tout un tas de différents projets. Et moi, je fais partie d'un département qui s'occupe principalement de la robotique et des industriels et de services, et qui va dans tous les domaines un peu industriels, donc de l'automobile à l'énergie, avec différents process. Il y a même des laboratoires, donc des machines qui font des médicaments qui sont potentiellement vont tourner sur ROS dans un futur proche. Et plus particulièrement, je viens du groupe 326 qui est lui spécialisé dans l'ingénierie logicielle et l'intégration des systèmes. Et donc notre domaine de métier, c'est les robots, les contrôleurs, donc plutôt au niveau driver, là on pourrait voir. Donc là c'est faire les blocs, les building blocks pour les lignes d'assemblage, les robots. Ensuite, on se concentre, donc l'ingénierie logicielle, c'est sur tout le cycle de développement. Donc on ne fait pas juste du développement, on essaie aussi de faire toute la chaîne du développement à partir de spec jusqu'à la release, donc avec la maintenance, l'intégration de tests, les choses comme ça. Et enfin, un peu ce qu'on parlait avant, c'était du coup la composition des systèmes. Donc comme on disait, ROS, il y a plusieurs systèmes qui sont plusieurs composants. Et donc, en fait, essayer de créer une plateforme, un peu la composition de ces différents systèmes, un peu comme Android pour la robotique, si on veut. Et pour ça, on est basé sur la robotique open source, et qui donc va travailler à faire combiner donc ces différents systèmes. Donc ROS principalement, mais aussi c'est tout ce qui touche à l'open source. Vraiment, on s'appuie massivement sur l'open source, donc aussi OPC-UA, enfin certaines implémentations d'OPC-UA, des choses comme ça. Et voilà quelques exemples de projets, donc Rosine, on a entendu parler, ZeroNet, qui est un projet 100% allemand qui vise à principalement se concentrer sur la composition des systèmes, comme ReApp était par le passé. Donc
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces projets, mais voilà, ça c'est une liste des activités qu'on a. Donc je vais parler maintenant de ROS Industriel. Donc mon groupe principalement travaille avec le coordinateur de ROS Industriel en Europe, donc qui est aussi membre de l'Institut Fraunhofer. Et donc une de nos tâches principales, c'est le développement de ROS Industriel. Et donc je vais essayer de parler un peu de qu'est-ce que ROS Industriel. Déjà un petit peu d'historique. Donc d'où vient le terme ROS Industriel? En fait, ça vient quelques années après la création de ROS, donc 3 ans après. ROS commençait à se développer, à être un peu stable, on commençait à avoir un potentiel. Et donc il y a une conférence en septembre 2011 à Fraunhofer à Stuttgart. Cette conférence en fait a permis de voir quelques valeurs que pouvait avoir ROS. Une des premières conclusions qui a été tirée, c'est que ça permet d'unifier les API, donc que ce soit un KUKA, un ABB, un FANUC, tout ça, on voyait que on les utilisait plus ou moins de la même manière, donc peut-être ROS pouvait fournir une sorte de standardisation des API, et surtout, basé sur si on a une standardisation des API, du coup on peut faire des composants qui sont réutilisables. On peut se baser là-dessus pour voir comment on peut rejouer certains blocs sur différents hardware, etc. Et pour les fabricants industriels, eux, l'intérêt, c'était pas vraiment ROS en lui-même, ROS c'était jeune, mais c'était les concepts qu'il y avait derrière, ces concepts de réusabilité, de standardisation, de communication interprocess. Et il disait que ceux qui utilisent ROS seront, du coup, les prochains talents seront ceux qui arriveront à se dégager, à montrer que ça continue. Et ça sera couplé avec une autre présentation que je ferai un peu plus tard, d'un autre article qui est sorti à peu près dans les mêmes périodes. Donc ROS Industriel, initialement, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté ROS. ROS Agriculture, ROS Humanoïde. Il y avait ROS Industriel. C'était juste une communauté qui avait pour but, du coup, de permettre l'utilisation de ROS dans l'industrie. C'était vraiment le but, c'était juste des développeurs, pas forcément venant de Fraunhofer, de TUDF et tout, et ils voulaient juste prendre des composants ROS et voir comment on pouvait les utiliser dans l'industrie. Comment on pouvait arriver à ce point de vue? Il fallait faire comprendre, faire accepter et développer avec les acteurs majeurs de l'industrie, montrer que ROS a une valeur ajoutée, montrer que c'est utilisable, donc avoir un intérêt. Et puis, il fallait travailler avec les gens de la robotique, mais aussi de l'automatique. Il n'y a pas que de la robotique en industrie. Donc voilà, c'était montrer un peu tout ça. Et ils ont rencontré quelques problèmes. Donc, comment on bootstrap une communauté? Comment on fait montrer aux gens? Parce que tout le monde va dire, moi je veux bien votre truc, mais si je suis tout seul à l'utiliser, c'est moi qui fais tout, quoi. Et comment on arrive à ça? Et puis, la communauté open source dans l'industrie, c'est pas forcément le truc le mieux vu, parce qu'il y a deux différentes vues. Il y a la vue descendante, principalement l'industriel, lui, il veut un produit, il veut quelque chose, donc c'est lui qui demande. Et la communauté open source, moi je vous donne ce que je fais, je vais pas répondre forcément à un besoin particulier. Donc il fallait essayer de voir un peu comment on pouvait combiner ces deux visions de descendante et montante. Donc pour ça, il a fallu identifier la valeur ajoutée de ROS et puis de quoi il y avait besoin pour répondre à ces questionnements. Pour un utilisateur finaux, l'intérêt principal c'était de ne plus avoir de système propriétaire, donc basiquement être dépendant de KUKA pour faire tourner sa ligne d'assemblage ou être dépendant d'ABB ou d'un intégrateur qui travaille avec KUKA ou avec ABB, ça a un certain coût, ça ne permet pas vraiment de faire marcher la concurrence. Du coup, il y avait une valeur avec ROS qui mettait en avant cette réutilisation, cette abstraction au niveau du hardware ou des applications elles-mêmes. Pour le fabricant de solutions, c'était réduire les coûts de développement. Si on a un standard et si on peut derrière mettre en avant qu'on peut se brancher sur n'importe quelle application, que ce soit MoveIt, que ce soit MoveBase, sans devoir refaire nous-mêmes le développement de cette brique technologique, du coup on devient plus compétitif.
Et pour les intégrateurs, c'était les coûts de développement et les solutions, donc réduire encore ces coûts de développement, donc on en parlait, combien on peut gagner, c'est vrai pour le premier développement, mais c'est vrai pour le deuxième. Quand on a développé une solution pour KUKA, et le client demande une solution ABB, au lieu de redévelopper tout depuis le début, avec ROS, on garde notre corps de solution. C'est un peu ce qu'on disait dans la présentation précédente. Le client change d'avis au dernier moment, on change pas tout le soft. Et donc, gagner ces solutions hardware agnostique. J'ai pas réussi à le traduire vraiment, donc c'est indépendant du hardware. Mais pour ça, il y avait quelques problèmes. Et notamment, il disait, l'utilisateur final, il disait, j'ai besoin que ROS soit fiable. Donc c'est ce qu'on disait, il y a la qualité est pas vraiment constante. Et puis, pour que ce soit de bonne qualité, si possible, il faut que ce soit aussi maintenu dans le temps. Donc pour ça, le mieux, c'est de s'adresser directement au fabricant. Le fabricant, lui, il va maintenir son code, il va continuer à fournir des updates avec ses dernières choses. Et puis, c'est un problème qu'on rencontre encore aujourd'hui, même si c'était déjà vrai maintenant, c'est que moi, j'ai besoin aussi de personnes qui soient capables d'utiliser ROS. Ils avaient besoin de gens qui comprennent ROS pour, par exemple, la maintenance, ou s'il y a un problème, savoir aiguiller l'intégrateur vers où est le problème. Et il faut des intégrateurs qui soient capables d'utiliser ROS derrière. Pour le fabricant de solutions, du coup, comment s'intégrer à la communauté open source, parce que dire, voilà mon soft, et puis c'est comme ça, c'est débrouillez-vous, c'est pas vraiment, l'open source, ça a un certain esprit, voir des gens qui bidouillent ton code et qui te disent, j'ai fait une petite modif sur ton code, est-ce que tu peux l'intégrer? Pour un développeur de solutions industrielles, ça peut paraître un peu étrange. Donc comprendre un peu comment ça marche l'open source et tout ça, c'est un vrai challenge, il fallait des gens pour expliquer. Expliquer aussi, si on met tout en open source, comment on fait de l'argent derrière. Ça, c'est aussi un vrai comment on fournit une solution open source tout en étant un business. Et puis, il faut que la base, sur quoi on se base pour créer son soft, soit fiable. Donc, encore une fois, on retrouve cette notion de qualité. Et pour l'intégrateur, qui lui va un peu faire le lien entre l'utilisateur final et le fabricant de solutions, il faut des solutions ROS, parce que si tu dois tout redévelopper toi-même, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il soit capable d'utiliser ROS efficacement, et parce que pareil, si tu dois réapprendre à chaque fois comment fonctionne une partie du soft, tu ne gagnes pas vraiment. Et enfin, il faut que l'utilisateur final accepte ROS. C'est pas juste faire une solution intégrée avec ROS et dire regardez ça marche. Il faut que l'intégrateur final dise oui, je veux bien que ça tourne chez moi. Et donc tout ça, c'est des problèmes. Et on a identifié principalement deux groupes. Un besoin de formation, donc on verra un peu plus tard, donc faut former les gens à ROS, c'est ça qui est important. Et il y a un besoin de solutions, de software qui tourne sur ROS. Donc voilà, c'est deux gros points qui étaient vraiment formels pour monter un autre projet. Et autour de ces idées, il y a des consortiums qui se sont montés au niveau mondial. Donc 3 consortiums, un consortium en Amérique, un consortium en Europe et un consortium en Asie du Pacifique, qui avait pour objectif si on veut pouvoir continuer à travailler sur ROS industriel, c'est bien d'avoir des développeurs qui font des pull requests sur leur temps libre, qui continuent à développer, mais au bout d'un moment, si on veut que ça prenne de l'ampleur, faut de l'argent, il faut payer des gens, et du coup, les consortiums ont pour but de réunir des fonds pour financer les activités. Continuer des activités locales pour convaincre et permettre l'utilisation de ROS industriel en industrie, donc continuer à rencontrer des industriels, continuer à rencontrer des intégrateurs, des fournisseurs de solutions pour leur montrer les avantages de ROS. Et puis il fallait former et d'un côté manager aussi la communauté ROS industrielle, cette notion de montée-descente, donc l'industriel qu'est-ce qu'il a besoin et la communauté qu'est-ce qu'elle va fournir. Donc essayer de coordonner un peu les deux pour que tout le monde aille plus ou moins dans le même sens sans brusquer l'un ou l'autre.
Donc tout ça, c'était les objectifs des consortiums ROS industriels qui se sont montés autour de la communauté ROS industrielle. Donc le consortium ROS industriel, et c'est déjà plus à jour depuis hier, mais c'est plus de 70 organisations, donc il y a PPM Robotics, mais vous avez un peu des industriels, des utilisateurs finaux, Airbus, Boeing, Caterpillar. Vous avez des fournisseurs de solutions, Universal Robot, des intégrateurs, Kebab. Vous avez un peu de tout, des instituts de recherche forcément. Enfin, ça recouvre un peu tout le spectre. Et donc tous ces gens en fait ont soit des ingénieurs qui travaillent sur ROS industriel, soit ont des demandes auprès de la communauté. Donc tout ça c'est un gros groupe de discussion ensuite. Et donc, si vous voulez en savoir plus en détail sur ROS industriel ou le consortium, je vous renvoie sur ce site pour avoir davantage d'informations, ou alors vous pouvez venir me poser des questions après. Et en parallèle de ça, il y a un projet européen ROSIN, donc vous avez déjà entendu parler quelques fois. Donc ce projet européen avait pour idée en Europe de faire de l'Europe vraiment un des points forts sur ROS, de continuer les consortiums ROS industriel Europe et de le booster derrière, de continuer à aller plus loin, avoir encore davantage de fonds pour aller plus loin, avec une idée principale, faire de ROS mieux, meilleur, business friendlier, donc facilité d'exploitation et accessible. Donc accessible par l'intermédiaire de formation et notamment cet argent en fait, il y a un certain nombre de FTP, donc là je ne parlerai pas parce que notamment les fonds ont été épuisés pour les FTP, donc tout l'argent qui a été prévu pour ça a été redistribué. Mais il y avait des actions pour que des entreprises comme PPM Robotics fassent des projets et les mettent en open source derrière, donc fournir des composants. Et certains centres, comme les deux centres dont on entendra un peu parler derrière, pour permettre des centres de formation aussi, le développement de centres de formation ou de formation au sein de ROS. Donc ROS Industrie, je vais juste parler rapidement de qu'est-ce qui se passe en Europe ces dernières années. Du coup, maintenant que cette idée de ROS, on voit un certain gain en inertie, donc ça commence en fait. Au début, comme moi je suis arrivé chez Fraunhofer il y a 2 ans et demi, on allait chez les gens pour leur dire voilà ce que c'est ROS, voilà comment ça marche. Maintenant c'est l'opposé. C'est eux qui viennent vers nous en disant on veut voir du ROS, on veut faire ça, on veut faire ça. Donc toute cette maintenant il y a des gens qui sont là qui veulent du ROS. Et donc maintenant ce qui est important pour nous c'est de transmettre les bonnes pratiques de l'open source parce que faire du ROS pour faire du ROS c'est bien mais faire du bon ROS c'est mieux. Donc on veut vraiment transmettre cette logique de concentrer sur la qualité et on va voir que la qualité, c'est un des premiers pas vers la certification. On ne vient pas mettre une certification sur quelque chose, on pense d'abord à la qualité et ensuite on pourra voir la certification. Continuer à tester et à développer les solutions ROS et ROS industrielles. Donc on continue à faire des pull requests, à améliorer le soft, à améliorer certains composants de ROS industriel. Donc, ROS industriel, on prend certains composants de ROS, et là, on continue à les développer, à les tester. Il y a des industriels qui viennent nous voir pour dire on a développé ça, est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien? On continue, bien sûr, toujours à aller plus loin, à essayer de voir un ROS industriel auprès des gens, on continue à en parler. On a commencé une formation ROS industriel à Stuttgart. Et on répondait aux questions techniques, donc comment faire du ROS, qu'est-ce que c'est ROS, et non techniques, comme le licensing, quel est l'impact d'une licence BSD, comme on entendait parler la licence BSD, quel est l'impact que ça a pour nous en tant qu'industriels, et alors comment la certification, alors comment ça se passe. Les résultats, c'est plusieurs nouveaux composants ROS qui sont pas forcément maintenus par la communauté, mais parfois par les industriels. Donc ça a été un vrai bon résultat pour nous.
Des solutions commerciales sur ROS, avec un problème, c'est qu'on les met en avant une fois ou deux, mais après on n'entend plus forcément parler parce que oui, ils commencent, par exemple Magasino, pour essayer d'avoir, est-ce que ROS, ça a vraiment eu un vrai impact pour vous, des choses comme ça, pour avoir leur vrai retour, c'est assez compliqué en fait. Parce que la personne qui était là, qui était notre contact au début, est partie, ou alors maintenant elle est chef de pôle. C'est un peu compliqué d'avoir des vrais retours, des vrais chiffres ou des choses comme ça pour dire ben, l'impact de ROS, ça a été ça. Donc ça, c'est un de nos problèmes, mais on voit que ROS, en tant que solution commerciale, il y a des gens qui le font. Et ben, du coup, une augmentation du nombre d'utilisateurs ROS, une augmentation de l'intérêt des institutions politiques. Donc ça, c'est aussi un point, c'est que ROS maintenant est montré à conférences européennes, des choses comme ça, en disant, bah, voilà, prenez exemple sur ROS ou ROSIN ou ROS Industrial pour mettre en avant l'open source, qui est un moyen pour les institutions européennes de donner de l'argent et dire, bah, voilà, le résultat du projet ou quelque chose est open source derrière, donc ça bénéficie à tous. Maintenant, parlons un peu de l'open source et la certification, donc qui est le pourquoi je suis là. Est-ce que c'est possible? On va voir que c'est pas simple. Ça ne veut pas dire impossible. Donc je vais faire un peu d'historique. Pareil, donc j'en parlais un peu plus tôt, il y avait quelque chose c'est un article qui est très souvent cité. C'est Why Software is Eating the World. Donc cet article en fait décrit 3 points. C'est que le software, donc le développement non plus voilà, est en train de changer l'industrie, et même les industries qui sont fortement basées sur l'automatisme et sur voilà, ça commence à venir, et on commence à vraiment le sentir aujourd'hui, c'est que le software arrive partout. C'est vraiment très dur d'être un 100% automaticien et de continuer à essayer de voir les dernières applications sans toucher au software. On retrouvait cette problématique dans les présentations précédentes. Il faut une notion d'informatique. Le monde de l'automatisation, il a des difficultés provoquées par ces changements, parce que du coup, si on lui montre une ligne de code en Python, la personne va vous regarder en disant elles sont où mes boîtes, elles sont où mes flèches. Donc ça, c'est un peu voilà, les personnes ne sont pas prêtes, on retrouve encore ce besoin de formation derrière qu'on sentait déjà. Et une des grandes questions de ces choses-là, c'est doit-on payer des gens pour développer des solutions propriétaires basées sur le software? Donc doit-on payer des gens pour faire du software, ou doit-on se trouver vers des solutions alternatives, par exemple l'open source? Il n'y répond pas vraiment, hein, ça revient un peu, mais ce qu'on voit se développer plus dans ce contexte, c'est qu'il y a aussi une nouvelle industrie qui s'est formée et qui, donc c'est la phrase classique Mass Customization, qui a pour but de coupler deux visions, la production rapide de masse, donc l'automatisation et la robotisation. Donc il faut être capable de produire vite à prix réduit, mais il faut quand même produire des choses de haute qualité. Donc pour ça, un contrôle fin et modulaire, donc il faut avoir le module qui va bien pour faire ce qu'on veut, la précision des données et l'intercommunication des systèmes, et il faut que le système soit flexible et reconfigurable. Il faut que tout ça ce soit évolutif aussi, parce qu'on ne va pas changer les lignes de production à chaque coup qu'on a un nouveau projet qui va de plus en plus être plus tôt. C'est 6 mois, 3 mois, 2 mois, et ensuite, voilà, il faut que ce soit prêt, et il ne faut pas qu'on refasse toute une ligne d'assemblage à chaque fois. Si ça nous prend 6 mois à redévelopper une ligne d'assemblage. Et en plus de ça, donc c'est plus ou moins lié forcément, c'est que maintenant les grands industriels, KUKA, ABB, tout ça, ont vu de la concurrence apparaître, et notamment des hardware qui sont vraiment peu chers, Universal Robot, Franka-Emika, très simple à programmer, il n'y a plus besoin d'être un super développeur super développeur KUKA pour programmer un Universal Robot. Je pense que n'importe qui dans la salle, on lui explique un peu comment fonctionne le teach du Universal Robot, il est capable de vous faire un programme de dépalettisation. Donc ça, c'est vraiment ce qui est apparu.
Et il y a eu toute cette plateformatisation donc, pour l'industrie 4.0, le grand concept de l'industrie 4.0, qui s'est développé pas mal avec tout interconnecté. Basiquement, c'était coupler le hardware, le software, reconfigurer, faut que tout soit modulaire, faut qu'on puisse retirer la containerisation, enfin, tout ça, industrie 4.0. Et donc, à partir de là, où est-ce qu'on va? Donc, c'est principalement dû à cette plateformatisation, à cette banalisation des composants. Maintenant, faire un projet d'intégration, ce que je dirais ad hoc, donc c'est-à-dire à dire que je vais intégrer du haut en bas, donc du MIS au contrôle du robot. Ça va prendre du temps, ça va être très cher. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus développer ma solution. Il faut que je me base sur quelque chose qui existe. Ça reprend une phrase d'Olivier Strauss qui disait il y a 2 ans, les problèmes d'aujourd'hui sont tellement complexes qu'on ne peut plus se permettre de travailler tout seul. Ça reprend un peu cette idée-là que dans l'industrie, c'est aussi vrai, on ne peut plus se permettre de repartir de zéro à chaque fois. Et ça sera de plus en plus vrai à l'avenir. La robotique open source peut être une solution pour ça, mais pour ça, il faut répondre à la sûreté, sécurité, vie privée, donc safety, security and privacy. C'est pas qu'un problème de l'open source robotique, c'est vraiment un des problèmes majeurs qu'on ressent aujourd'hui dans tout ce qui est open source et même tout ce qui est privé, c'est répondre à ces questions. Et ça passe par une certaine forme de certification. Donc c'est comment certifier l'open source à partir de là. On voyait bien que ROS répondait à un certain nombre de critères pour répondre à cette plateformatisation, pour répondre à certains problèmes de sûreté, sécurité. Donc on voyait qu'il y avait des problèmes sur ROS, notamment pour la sûreté et la sécurité, et aussi du coup la vie privée. Mais ROS 2, est-ce que ROS 2 va pouvoir aller plus loin à partir de là? C'est encore en développement, on le verra, mais ça a l'air bien parti. Pourquoi l'open source donc, quels sont les problèmes de certification dont je parlais ici? En fait, ces problèmes-là viennent souvent d'une conception erronée de qu'est-ce que je dois certifier dans mon système. Je suis désolé, le slide est en anglais, mais bon, je vais essayer de l'expliquer au mieux. Principalement, la réalité de la certification, elle n'a pas forcément besoin d'atteindre ce qu'on appelle la sandbox. Donc c'est là où vous mettez votre OS, c'est là où vous mettez votre application. La réalité de la certification, la plupart du temps, elle va se concentrer sur les fonctions de sécurité. Si vous n'avez pas de fonction de sécurité qui tourne sur ROS, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ROS certifié. Donc ça, c'est basé sur une personne qui travaille aussi à Fraunhofer, qui est spécialisée dans la certification des logiciels, donc a présenté ça à la conférence industrielle il y a 2 ans. Et donc, il disait, la réalité, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un ROS certifié. C'est pour ça qu'il y a certains trucs qui tournent en production. C'est parce que les fonctions de sécurité, donc la fonction de sécurité de la plateforme, quand elle va à s'approcher d'un humain, elle n'est pas assurée par ROS. Elle est assurée par un automate de sécurité qui, lui, est certifié. Et cette couche-là, elle est totalement indépendante de ROS. La commande que va envoyer le ROS, elle va être shutdown. Donc c'est juste, elle va être shutdown, quoi qu'il arrive, elle continuera d'envoyer peut-être, hein, c'est pas grave, mais quoi qu'il arrive, elle ne sera pas exécutée parce qu'il y a un organisme de sécurité externe qui prend le relais. Donc c'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est que vous travaillez probablement ici. Après, pour tout ce qui est robotique, humanoïde et tout ça, je conçois qu'on est plus dans des cas un peu plus complexes, où là, il y a besoin d'une certification. Donc c'est pour ça que ça peut être plus compliqué, dépendant des applications qu'on a. Donc là, on est plutôt dans, la plupart des cas qu'on voit, c'est plutôt ces cas-là. C'est-à-dire que votre haut niveau va tourner sur ROS, sur OPC UA, sur ce que vous voulez. Et derrière, vous serez protégé, quoi qu'il arrive, par un organisme de sécurité. À partir du moment où vous voulez commencer à contrôler la sécurité par ceci, donc là, il va falloir commencer à vérifier que ce que vous envoyez là est certifiable. C'est possible, c'est pas forcément très compliqué, ça évite de certifier tout ça et on peut contrôler
différents modes de fonctionnement. Voilà, c'est un... Mais là, à partir du moment où votre software va être une partie safe, donc c'est là où vous allez vraiment dire que je veux que mon contrôle soit assuré par ROS et non pas par le contrôleur du robot. Là, vous allez devoir rentrer dans la zone compliquée qui est le safe software. Et le safe software, c'est tout un autre monde. C'est pas l'open source, on verra. C'est vraiment un process très défini, comment ça doit être fait. On parle souvent de ROS et de la certification. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de question auparavant sur ROS et la certification, peut-être parce que du coup j'allais en parler. Mais du coup, il n'y a pas que ROS en fait, parce que si vous utilisez ROS, vous utilisez très probablement Linux, et Linux, désolé de vous le dire, mais c'est pas certifié. Donc, il y a des projets pour certifier Linux, SIL2Linux, Project P, SIL2Linux, Safety Integrity Level 2, donc il y en a 2 sur 4. Après, voilà. Le problème, c'est que ils ont retiré la plupart des choses qui fait que Linux tourne à peu près bien sur n'importe quelle machine. Ça dure plusieurs années et basiquement ça a résulté d'un PDF. Mais ça a permis d'autres projets de se baser sur les conclusions de ce projet et ces projets-là ont appris des erreurs. Et donc peut-être qu'on aura une version de Linux qui sera certifiée dans un futur. Parce qu'on va voir qu'il y a un autre projet qui s'appelle Zephyr et qui lui a obtenu une certification. Pourquoi c'est si dur de certifier l'open source? C'est parce que ça vient de différentes conceptions en fait. C'est que pour avoir un safe software, quelque chose de certifiable, on définit une limite. On dit ça sera utilisé dans tel contexte et ça ne sort pas de ce contexte-là. En open source, basiquement, je prends Moovit, j'utilise pour contrôler mon robot qui fait du pick and place, j'utilise pour contrôler mon robot qui fait du soudage, j'utilise pour contrôler ma plateforme de navigation. C'est aussi possible avec Moovit. Donc là, on peut se retrouver avec tout. Donc définir un contexte d'application dans ce cas-là, c'est pas simple. Et du coup, le software, on dit, il est utilisable par qui veut bien l'utiliser. Chaque version, à chaque coup qu'on crée une nouvelle version, faut qu'elle soit validée. Et on est basiquement à l'opposé de l'open source, c'est que toute modification extérieure du code, on ne peut pas le faire. C'est le principe, c'est-à-dire que personne ne va accéder à votre code et pouvoir le modifier. S'il est certifié, c'est comme ça. Tandis que dans l'open source, on fait ce qu'on veut. On prend le software, on rajoute une ligne, on retire une ligne, on change tout, on recombine. Enfin bref, c'est dépendant de ce que vous voulez en faire. Pour avoir une certification, il faut un détail de la documentation très complète, très détaillée, qui explique clairement qui fait quoi et quelle partie du code va faire quoi. On a entendu parler, mais c'est basiquement la documentation dans l'open source, c'est un peu la roulette. Soit vous avez quelqu'un qui a vraiment bien travaillé et qui a fait de la documentation de qualité sur laquelle vous pouvez baser, soit c'est 2 lignes de code en disant oui, je ferai la documentation un jour. Et puis les développeurs c'est n'importe qui. Si vous avez contribué à Moovit, vous savez très bien que c'est basé aux États-Unis. Bon, là ils me connaissent, mais moi quand je contribuais à Moovit, par exemple, ils ne me connaissaient pas forcément, mais ça peut être n'importe qui, quoi. Donc, et il y a un contrat légal qui est lié, donc cette certification, et en fait vous définissez un contrat qui dit qui a la responsabilité de quoi. Si vous crachez votre robot avec un robot certifié, la certification, le contrat va être là pour dire si vous l'avez mal ou bien utilisé dans le contexte qui a été défini. Tandis que là, dans les licences open source, il y a toujours cette notion de si jamais il y a quelque chose qui se passe, c'est votre responsabilité, c'est l'utilisateur qui est responsable, vous ne pouvez pas vous retourner sur le développeur. C'est pourquoi mettez des licences avant de le mettre open source, parce que sinon il n'y a pas cette... D'ailleurs, normalement, même vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre software s'il n'y a pas de licence. Il est donc possible de faire un safe software dans un contexte open source, mais bon, c'est pas simple de combiner ces deux.
on peut imaginer un élément très petit, très isolé, avec une équipe restreinte de développeurs, donc un élément voilà, où on le met en open source, mais on dit bah, du coup, si vous l'utilisez, c'est champ de la et il faut que ce soit isolé. Il ne faut pas qu'il y ait de dépendance. Par exemple, si mon software dépend d'un autre software qui est open source, bah, il n'est plus certifiable parce que du coup, la modification de l'autre software sur lequel je me base, je ne la contrôle pas. Donc tout ça, c'est des problèmes à prendre en compte et c'est pour ça que certifier l'open source, c'est pas simple. Mais il y a un espoir. Il y a un espoir. Donc Zephyr RTOS, qui est un des projets, voilà, qui a obtenu en octobre sa certification PSA1. Donc PSA, c'est aussi une certification de sécurité. Mais ils n'ont pas certifié tout l'OS. Ils ont pris que les parties en orange. Donc notamment, c'est tout ce qui est partie communication, process. Enfin, mais il n'y a pas de driver en fait. C'est ça. À partir du moment où on met des drivers, ça devient vraiment plus compliqué. Et comment ils ont réussi à obtenir une certification tout en restant open source? C'est parce qu'il y a une base de qualité management qui est vraiment présente et vraiment très importante. Et c'est pour ça que ROS 2, on verra, a été repensé vraiment en profondeur. C'est pour intégrer cette qualité. Et ensuite, basé sur cette qualité, on vient mettre nos safety standards et notre process. Donc c'est vraiment, on commence par la qualité et ensuite on vient empiler. On ne va pas prendre un truc qui existe déjà et essayer de mettre de la qualité dedans pour essayer de... Pour ça que beaucoup de gens disent que ROS Industrial a pour but de faire une solution certifiable. Non, ROS Industrial a pour but de faire une solution de qualité qui peut-être un jour sera certifiable, mais pour l'instant, on se concentre sur la qualité. Je vais me mettre quelques exemples d'applications. Donc là, pour l'instant, c'est un projet européen sur lequel on a concentré encore une fois cette qualité très tôt dans le projet. Donc ça ne veut pas dire que c'est limité au projet industriel. Vous travaillez dans un projet européen, pensez à la qualité très tôt dans le projet. La qualité, le process qualité, donc c'est de l'intégration continue. On a fait une distribution privée dans laquelle je contrôle à chaque coup que quelqu'un fait une modification, qu'on ne casse pas tout le système. Tout ça, donc c'est prévu dès le base et c'est pareil basé sur ROS, basé sur différentes techniques de cloud. Donc tout ça, on a pensé très tôt à la qualité et donc en fait on a une ligne d'assemblage pilote. Voilà, donc là, cette ligne, elle a tourné pendant 3 semaines. Donc le robot là, il tourne sur ROS. Là, pour l'instant, il ne tourne pas parce qu'on va mettre un deuxième robot ici en fait. Mais du coup, là, c'est du pick and place. Plutôt basique, avec une caméra photo-néo, donc on en a parlé un peu plus tôt, et un double gripper. Et donc voilà, le robot là, en fait, ce qui est marrant, c'est que le robot tourne pas sur ROS. Le robot tourne sur un automate qui lui est contrôlé par ROS en fait. C'est aussi un des développements du projet, qui est maintenant un projet Rosine, qui a pour but de faire un bridge entre Codesys, donc pour les développeurs d'automatisme, ils doivent connaître un peu Codesys, et ROS, basé sur du soft PLC en fait. Donc là, c'est une BeagleBone qui est convertie en soft PLC, et donc il y a un bridge entre ROS et Codesys, et donc le robot en fait il tourne sur Codesys. Mais voilà, il y a du ROS pour la caméra, il y a du ROS pour les grippers. Donc voilà, on orchestre un peu tout ça, mais c'était juste pour montrer que voilà, ça pouvait tourner aussi. Voilà, la ligne de prod, là, elle a tourné pendant 3 semaines, elle retournera pendant 3 semaines avec les 2 robots en mars. Et à la fin du projet, le but c'est que oui, ça soit livré et que derrière... Ça, c'est une usine un peu pilote pour cette entreprise-là qui est Simoldis Plastico au Portugal. Donc en fait, c'est là où ils testent toutes leurs nouvelles technologies avant de les mettre en prod. Ben voilà, ça c'est une des lignes pilotes qu'on a. J'ai d'autres vidéos que je peux malheureusement pas vous montrer, mais il y a aussi des lignes de prod qui elles tournent 24 heures sur 24, 6 jours et demi sur 7, et donc qui elles tournent sur ROS et OPCUA, dans lequel on a aussi développé ces systèmes. Et un autre exemple que j'aime bien parce que ça est vraiment montre un peu comment on peut utiliser ROS avantageusement. Et ça vient du robot Pils. Donc Pils, c'est une entreprise qui fait des composants de sécurité. Donc ils font des barrières immatérielles, des SIC. Enfin, du coup c'est des Pils, mais voilà, c'est des
des scanners laser. Et donc, en fait, ils se sont dit, tout le monde utilise nos technologies avec des robots, pourquoi on ne ferait pas notre propre robot? Le problème, c'est que les gens peuvent ABB, KUKA, Universal Robot et tout ça, ils savent ce qu'ils font depuis très longtemps. Eux, ils avaient dit, on va passer 2 ans à développer notre robot, on ne va pas rattraper 20 ans de retard technologique comme ça. Et du coup, en fait, une phrase de Thomas Pilz, qui est le dirigeant de l'entreprise l'année dernière à la conférence, c'était on n'a rien à perdre, on a déjà perdu. C'était de toute façon, on a tellement de retard. Et on va utiliser ROS pour compenser notre manque d'expérience. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont développer le contrôle du robot, ils vont se baser sur des algorithmes qui ont été développés qui sont sur ROS. Et on va dire, ces algorithmes, de toute façon, c'est la recherche et c'est déjà très haut niveau. Bien sûr, ils vont apporter une touche de qualité derrière. Ils ont développé un plugin MoveIt qui est basiquement une configuration spéciale qui fait du Lean, du PTP, du Circ, enfin tous les outils habituels que vous retrouvez dans un robot, un robot industriel. Ils ont fait un plugin qui fait du Lean, du PTP sur MoveIt. MoveIt, c'est un peu l'algorithme qu'on utilise pour contrôler les trajectoires des bras, enfin pas contrôler, planifier les mouvements des bras. Ils ont développé un driver pour l'intercommunication et en fait un setup de simulation sur Gazebo. Donc ça c'est un module, c'est vraiment un module en plus du robot. Donc le contrôleur, il a une interface ROS bien sûr, mais là par contre ça c'est pas open source parce que c'est certifié. Encore une fois, ils ont isolé le composant, ils ont isolé tout ça, ils ont fait certifier ça et ils ne vont pas le mettre open source, sinon on perd la certification. Mais ils ont une interface qui tourne sur ROS et donc par contre le module qui lui va envoyer les commandes à l'interface, donc encore une fois cette partie sécurité pas open source, protégée, vérifiée, tout ça. La partie qui envoie des commandes, elle par contre open source et vous pouvez l'acheter ou bien le télécharger. Donc c'est bien sûr ce qu'ils vendent, c'est pas vraiment le code, c'est tout ce qui est la prestation qui est derrière. C'est la formation à ROS, c'est la formation au robot. Mais si vous voulez l'utiliser, vous achetez le robot, vous n'avez pas besoin d'une formation, vous téléchargez directement le code et vous tournez avec. Et enfin, une citation que j'aime beaucoup parce que ça résume un peu comment on certifie un projet. En fait, c'est un peu ça, tout est une question de confiance en fait. La certification viendra de la confiance et c'est pour ça que ROS, et que si vous faites du ROS, ne faites pas du ROS pour faire du ROS, faites du bon ROS. Si vous voulez un jour voir une certification sur ROS, c'est parce que si on a confiance en ROS, la certification viendra. C'est ce qu'il disait, c'est que lui, quand il a commencé les automates programmables de sécurité, tout le monde disait jamais. Jamais, ce sera jamais sécurité, ça sera jamais quelque chose. Et c'est arrivé parce que tout le monde les utilisait, on a prouvé que ça marchait, on a vu que ça marchait. Du coup, c'est devenu un standard de sécurité. Et ce qu'il disait, c'était que pour le ROS, si on continue à pousser à la qualifier, que ROS industriel continue à essayer de contrôler la qualité des composants, on arrivera un jour à cette certification. Une petite conclusion. ROS 1 ne sera jamais sûrement jamais certifiable, mais ROS 2, DDS, c'est possible parce qu'ils ont appris des erreurs du passé et donc maintenant ils font un très gros contrôle sur la qualité. Ce qui s'explique sûrement par une lourdeur un peu qu'on ressent quand on passe à ROS 2, c'est que ça paraît vraiment lourd en fait. Quand on est un petit peu utilisateur de ROS 1, on sent qu'il y a beaucoup plus de trucs à faire. Et donc en fait ROS 2, c'est parce qu'ils ont mis toute une couche de qualité, DDS, donc qui est un protocole de communication qui est basé sur ROS 2 est basiquement un wrapper DDS, mais pas que. Et donc il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur ces qualités, de nombreux tests, du linting, le code, même pour contribuer à ROS 2, il faut avoir l'autorisation, enfin bref, ils font vraiment un énorme effort là-dessus. Et il y a pas mal de questions, d'initiatives autour de la question de la sécurité. Donc il y avait Thomas Moulard de Amazon qui a présenté à la ROSCON France en juin SROS, qui est un des outils de ROS qui permet de
bloquer entre guillemets votre système ROS 2 et de dire que toute communication extérieure à ce système en fait est refusée, c'est encrypté, voilà, il y a des outils comme ça qui sont plus ou moins simples à utiliser. SROS c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus très simple. Voilà, c'est un petit peu, faut savoir comment ça marche, faut l'avoir fait une ou deux fois et puis après ça vient. Mais voilà, il y a des outils comme ça qui sont là pour vérifier cette sécurité. Il y a tout des échanges qui sont régulièrement faits sur le discours, donc le forum de ROS, pour discuter ces questions-là. Mais bon, vous attendez pas un ROS 2 qui certifié sur toutes les versions. Donc sur toutes les versions de ROS 2 et aussi sur toutes les implémentations. Ce que je parle d'implémentation, c'est Python, C++. En fait, ROS 2 est bien pensé, contrairement à ROS 5 qui était deux architectures parallèles. Donc il y avait ROS CPP et ROS Pi. Là, il y a une architecture commune avec laquelle vient se greffer des implémentations, donc Python, C++, Java, on peut imaginer ce qu'on veut. Et donc, vous n'attendez pas à ce que ça soit certifié ou certifiable sur tout, parce que Open Robotics, c'est une petite équipe, même s'ils ont des acteurs qui viennent d'Amazon, de Google, de Microsoft, d'Intel, de différentes grosses compagnies qui, elles, ont fait de l'informatique depuis de longues années. C'est quand même un effort certain pour maintenir cette qualité. Mais encore une fois, la question de la certification ne doit pas vous arrêter. Voilà, c'est un fait, c'est que c'est possible. Il y a des gens qui l'ont fait. Donc vous arrêtez pas juste parce que ROS 1 est pas certifié. Essayez de voir comment vous pouvez, en vous aidant de ce que j'ai montré ou d'autres avis d'experts en sécurité, voilà, de voir comment vous pouvez quand même faire votre application ROS. Il y en a qui le font, PPM en est un bon exemple. Donc c'est pas ça qui doit vous arrêter. Ce qui doit vous arrêter, c'est autre chose, mais pas seulement la question de la certification. Et enfin, ROS, ou plus sérieusement ROS 2, je pense, deviendra probablement un standard de la robotique parce que tout le monde l'utilise. Et de plus en plus de gens l'utilisent parce que tout le monde l'utilise. Donc ça prend une sorte d'effet boule de neige en fait. Et donc maintenant on entend très souvent parler de ROS, alors que c'est pas le seul middleware robotique, hein, il y en a plein d'autres. Mais c'est celui qu'on entend le plus souvent maintenant. Et donc ça peut devenir un standard avec le développement des industriels qui font leurs drivers sur ROS, qui mettent en avant des API ROS, tout ça, ça pourra devenir de facto un standard. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis quelques liens et qui n'est pas vraiment lié, mais on a aussi une communauté française sur le forum officiel de ROS. Donc si vous voulez participer ou voir plus loin, on a quelques échanges ici. Et dernière chose, donc moi je ne suis pas expert en certification, mais il y en a qui le sont et qui viennent à cette conférence, ROS Industriel Conférence, qui est là chaque année. Je vous ai mis quelques liens ici, mais voilà, cette année, du coup, ça vient du 10 au 12 décembre, donc c'est proche, c'est peut-être un peu tard maintenant pour vous organiser. Mais bon, on a différentes personnes, donc Pils qui revient et qui est du coup Safety Certified Robotic Arm. Leur présentation s'appelle comme ça. Voilà, c'est différentes personnes qui viendront présenter leur projet, pourquoi ROS, qu'est-ce qu'ils en font. Donc là, il y a cette conférence, en fait, c'est 3 jours où on présente aussi différentes applications, pas forcément sur la manipulation, mais sur la robotique open source en général. Voilà, merci à vous. Donc c'est Open Source Robotics at Fraunhofer IPA et donc notre équipe qui est là, avec lesquels certains sont utilisateurs de ROS depuis la création, certains sont nouveaux arrivés, donc on a quelques-uns des contributeurs de ROS parmi nous. Voilà, merci à vous.